Bonjour à tous, vous vous rappelez la dernière fois nous en avions terminé avec le sous-embranchement des Chélicerates en finissant sur les magnifiques Salticidés. Aujourd'hui on revient à la toute base de notre arbre et on s'attaque aux plus gros morceaux que sont les mandibulates. Qu'est-ce qu'un mandibulate par rapport à un Chélicerate ? Eh bien comme leur nom l'indique, les mandibulates portent au niveau de la tête des appendices appelés mandibules, adaptés à différents régimes, à la différence des Chélicerates qui, rappelez-vous, possédaient des chélicères et des pédipalpes. Les mandibulates se divisent en deux groupes, que sont le très grand clade des pancrustacés et le sous-embranchement des myriapodes, que nous traiterons dans son intégralité dans cette vidéo. Les myriapodes, c'est quoi ? Eh bien c'est ce qu'on appelle communément les mille pattes. Ce sont des arthropodes au corps allongé et segmenté pourvus de nombreuses pattes. Les myriapodes sont composés d'une tête suivie de nombreux anneaux semblables, portant chacun une ou deux paires de pattes. La tête comporte une paire d'antennes, les lèvres supérieures, 4 paires de mandibules et 2 paires de mâchoires. Dans le corps des myriapodes, tout est allongé et suit la périodicité des anneaux. Le tube digestif est rectiligne, le cœur est formé de nombreuses chambres en série linéaire et le système nerveux est en corde à nœuds. L'appareil respiratoire se compose de trachées analogues à celles des insectes et parfaitement métamérisées. Les myriapodes sont tous des animaux terrestres. On peut cependant les trouver grimpant aux arbres pour se chauffer au soleil ou alors se nourrir. Les myriapodes sont répartis sur toute la Terre, les pays tropicaux abritent cependant les plus grandes formes. La quasi-totalité des espèces de myriapodes vivent cachées la journée et attendent le crépuscule pour sortir. Il faut savoir que la monophylie du clade des myriapodes fait cependant encore débat, et que même les relations entre les 4 classes de myriapodes sont très controversées avec la constitution de plusieurs clades. On a le clade des Dignata, qui est composé des diplopodes et des pauropodes et qui est soutenu par des similitudes morphologiques avec notamment un segment sans pattes derrière la tête. Le clade des Trignata, qui regroupe les chilopodes et les symphiles, unis par des similitudes des pièces buccales. Le clade des Edaphopoda, qui regroupe les symphiles et les pauropodes et qui est soutenu par des séquences génétiques partagées, mais cela rentre en conflit avec les deux premiers clades. Et enfin le clade des Projoneata, qui regroupe les diplopodes, les pauropodes et les symphiles en excluant la classe des chilopodes. Les caractéristiques communes comprennent des ouvertures reproductrices derrière le deuxième segment corporel et des poils sensoriels avec une enflure en forme de bulbe. Ce clade est compatible avec celui des Dignata et des Edaphopoda, mais pas celui des Trignata. Quoi qu'il en soit, nous allons nous intéresser aux 4 classes de myriapodes en commençant avec la classe des chilopodes, qui sont appelés centipèdes en anglais, et dont plus de 3000 espèces ont été décrites. Les premières traces de chilopodes dans le registre fossile remontent au Silurien, il y a 430 millions d'années. La quasi-totalité des espèces sont prédatrices et venimeuses. Chacun des nombreux segments porte une paire de pattes, sauf le premier dont la paire d'appendices est transformée en paire de crochets appelés forcipules, qui servent à injecter le venin. Leur taille varie de quelques millimètres au triple décimètre, puisque la morsure des plus grandes espèces est douloureuse pour un homme adulte et peut parfois être dangereuse pour un enfant. On les trouve dans toute une gamme d'habitats terrestres, que cela soit les forêts tropicales ou les déserts, mais ils ont besoin d'une zone plutôt humide, car leur cuticule ne possède pas les mêmes propriétés que les insectes ou les arachnides, ne leur permettant pas de résister à la déshydratation. Je vais vous présenter les différents ordres de chilopodes qui sont au nombre de 5, avec pour commencer les Scutigyromorpha, aussi appelés mille pattes des maisons, qui sont des arthropodes très rapides se déplaçant souvent sur les surfaces verticales. Ils sont le seul groupe de chilopodes à avoir conservé leurs yeux composés d'origine, à l'intérieur desquels on peut observer une couche cristalline analogue à celle observée chez les Chélicerates et les insectes. Ils portent également des antennes longues et multisegmentées. Chez les autres ordres de chilopodes, l'adaptation à un mode de vie dans le sédiment et sur la litière du sol a conduit à la dégénérescence des yeux composés, ce qui n'est pas le cas chez les Scutigyromorpha, ce qui est très pratique pour les analyses phylogénétiques. L'ordre est composé de 3 familles, mais la plupart des espèces dans le monde appartiennent à la famille des Scutigeridae, comme c'est le cas pour la Scutigera veloce, Scutigera coleoprapta, originaire d'Europe et qui s'est répandue dans le monde entier avec une plus grande population dans les régions chaudes et particulièrement autour de la Méditerranée. Ce prédateur est capable de sauter d'un meuble ou d'effectuer des virages rapides à 90 degrés. Ses sens, dont notamment la vision, l'ouïe et l'odorat, sont assez développés, ce qui permet à la scutigère d'être une prédatrice très active, capable de terrasser une guêpe ou même une araignée. On la retrouve dans les lieux domestiques, que ce soit sur les murs dans les pièces plutôt sombres et humides, ou dans les salles de bain et les caves, car elle recherche l'humidité et l'obscurité. On peut même parfois la retrouver coincée dans les surfaces lisses comme les baignoires. Son venin n'est pas dangereux pour l'homme, provoquant une réaction épidermique comparable à celle d'une piqûre de guêpe. Ici vous pouvez voir l'espèce Sphendononema gildingui appartenant à la famille des Pseliodidés et qui se rencontre en Afrique tropicale. On a ensuite l'ordre des Lithobiomorpha, également appelé chilopodes des pierres, possédant jusqu'à 15 segments. Les différentes espèces ne possèdent qu'un seul ocelle, sensible aux variations lumineuses. Les antennes et les pattes sont relativement courtes par rapport aux Scutigyromorpha. 2 familles sont incluses dans l'ordre, les Henicopidés et les Lithobiidés.
Appartenant à la famille des Lithobiidae, Lithobus forficatus est une espèce européenne de couleur brune qui mesure entre 18 et 30 mm. Comme la plupart des Lithobiidae, on le retrouve dans les couches supérieures du sol, en particulier sous les pierres. Cette espèce peut être assez facilement identifiée de par sa réaction quand on soulève une pierre, qui est de courir extrêmement vite pour se remettre à l'abri. Intéressons-nous maintenant à l'ordre des Cratérostigmomorpha, qui est le moins diversifié au sein de la classe des chilopodes, ne comprenant que 2 espèces actuelles, toutes 2 du genre Cratérostigmus, avec une aire de répartition limitée à la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Ils sont les survivants d'un clade autrefois beaucoup plus diversifié. Ils ont un plan corporel distinct puisque lors de leur première mue, ils passent de 12 à 15 segments. La couvaison maternelle est une particularité qui unit les Cratérostigmomorpha avec les 2 prochains ordres de chilopodes que nous allons voir, dans le clade des Phylactometria. On pense que ce trait est étroitement lié à la présence de pores sternaux qui produisent des sécrétions collantes ou nocives, servant principalement à repousser les prédateurs et les parasites. On passe ensuite à l'ordre des Géophilomorpha, rassemblant des espèces appelées chilopodes du sol, qui sont aveugles et portent jusqu'à 27 segments. On en connaît plus de 1000 espèces qui peuvent sécréter des substances collantes qui génèrent du cyanure d'hydrogène et de l'acide benzoïque, toxique à partir de glandes microscopiques. Appartenant à la famille des Géophilidae, Geophilus flavus est une espèce mesurant jusqu'à 45 mm et qu'on retrouve en Europe, couramment en bord de mer. Elle se nourrit principalement de vers de terre. Pachymerium ferruginum appartient également à la même famille. Diverses études ont été réalisées sur la variation intraspécifique de l'espèce pour montrer que l'emplacement géographique joue sur le nombre de segments de pattes porteuses. En effet, une étude publiée dans le Biological Journal of the Linnean Society a montré que l'espèce présente davantage de segments dans les régions de l'Europe du Sud que dans les régions de l'Europe du Nord. Cette fois d'une autre famille, celle des Mecistocéphalidae, vous pouvez voir ici l'espèce Tigarub javanicus. Dernier ordre de la classe des chilopodes avec les Scolopendromorpha qui rassemblent des espèces tropicales qui possèdent 21 ou 23 segments corporels, à l'exception de l'espèce Scolopendropsis duplicata qui en possède jusqu'à 43. L'ordre contient 5 familles, mais on va surtout s'intéresser à la famille des Scolopendridae avec le genre Scolopendra rassemblant les plus grandes espèces de chilopodes réputées pour leurs morsures douloureuses. Ce sont des prédateurs actifs qui se nourrissent d'autres arthropodes et pour les gros spécimens de vertébrés comme les grenouilles, les lézards, les rongeurs ou encore les chauves-souris. Le scolopendre méditerranéen, Scolopendra cingulata, peut atteindre une longueur de 15 cm, 10 cm en moyenne. Le jour, elle se dissimule généralement sous de grandes pierres et dans des crevasses du sol desséché, où elle se protège de la chaleur et de la déshydratation. Pour cette raison, on la retrouve le plus souvent dans les paysages ouverts et rocailleux. Bien que ces animaux soient présents dans de nombreux biotopes, il est difficile de les dénicher. De la même famille, on a Scolopendra gigantea, qui est la plus grande espèce de scolopendre au monde, mesurant entre 25 et 30 cm, mais des spécimens âgés peuvent atteindre 40 cm et on parle même de spécimens ayant atteint les 50 cm. Elle vit dans les zones chaudes et humides et il lui arrive de s'infiltrer dans les maisons, dans le nord-ouest de l'Amérique du Sud et sur les îles de la Jamaïque, de la Guadeloupe et de la Martinique. Venimeuse, elle est très agressive et sa morsure est très douloureuse, mais rarement mortelle. De par sa taille, cette espèce se nourrit principalement de lézards, de grenouilles, d'oiseaux, de petits rongeurs et donc même de chauves-souris. Appartenant toujours au même genre et endémique de l'Asie du Sud-Est, Scolopendra cataracta est l'une des seules espèces de chilopodes amphibies connues à ce jour. Elle mesure environ 20 cm et a été observée nageant dans les cours d'eau avec des ondulations horizontales semblables à celles d'une anguille. Dernière espèce du genre Scolopendra, car ça en fait quand même déjà 4, avec Scolopendra hyros, qui peut atteindre 20 cm, ce qui en fait la plus grande espèce d'Amérique du Nord. Je trouve cette espèce assez stylée avec sa coloration aposématique puisque sa tête et sa queue sont noires, ce qui lui sert à troubler les éventuels prédateurs. Change maintenant de classe pour aller chez les diplopodes, qui rassemblent près de 12 000 espèces, qui sont nocturnes et lucifuges, pour changer lol, et qui vivent sous les pierres dans le sol, dans le bois mort et en décomposition, et dans les endroits humides, exceptionnellement en colonies denses.
Comme les vers de terre, mais moins profondément, les diplopodes contribuent à la formation de l'humus, forestier notamment, ainsi qu'à l'aération du sol et au brassage des couches superficielles de la matière ligneuse en décomposition. Ils mesurent de 2 mm jusqu'à 35 cm de longueur, selon les espèces. Ils sont généralement de couleur noire ou brune, mais il existe quelques espèces aux couleurs vives et certaines ont une coloration aposématique pour signaler qu'ils sont toxiques. Ils sont composés de nombreux segments. Les 4 premiers portent une simple paire de pattes et les suivants sont fusionnés 2 à 2 et ont de ce fait 2 paires de pattes par segment, contrairement à ceux des chilopodes qui n'en ont qu'une seule. Ils ne possèdent pas de crochets venimeux comme les chilopodes puisque la plupart des diplopodes sont détritivores et se nourrissent de végétation en décomposition, d'excréments ou de matière organique mélangée au sol. La litière du sol est fragmentée dans l'intestin du mille-pattes et excrétée sous forme de granules, de feuilles, d'algues, de champignons ou de bactéries, ce qui facilite la décomposition par les micro-organismes. Certaines espèces sont herbivores et se nourrissent de végétaux vivants et certaines peuvent devenir de sérieux parasites des cultures. Certaines espèces ont également des pièces buccales perforantes, ce qui leur permet d'aspirer le jus des plantes. Les diplopodes sont surtout très abondants dans les forêts humides de feuillus et peuvent atteindre des densités de plus de 1000 individus par mètre carré. Chez les diplopodes, chaque mue apporte un nombre plus ou moins grand de nouveaux anneaux selon l'ordre. Par exemple 4 ou 5 pour les Julida, 2 à 4 pour les Polydesmida, un seul pour les Glomérida. Donc plus il est vieux, plus le diplopode a de pattes. La morphologie varie grandement d'un groupe de diplopodes à l'autre et il se divise en 16 ordres avec environ 140 familles. C'est pourquoi je présenterai parfois très rapidement quelques-uns de ces ordres. On commence avec la sous-classe basale des Penicillata, constituée du seul ordre des Polyxénida, qui sont minuscules puisque ne dépassant pas les 7 mm, et qui se caractérisent par un exosquelette mou, non calcifié, orné de touffes de poils. Ces poils constituent leur système de défense, puisqu'ils peuvent facilement se détacher et s'emmêler dans les membres et la bouche des prédateurs, les immobilisant efficacement. De nombreuses espèces se reproduisent asexuellement par parthénogenèse, où les femelles pondent des œufs sans accouplement et les mâles sont absents ou très rares. Un peu plus de 150 espèces sont rattachées à cet ordre. Appartenant à la famille des Polynexidés, Polyxenus lagurus se retrouve dans de nombreuses régions d'Europe et d'Amérique du Nord. Sa nourriture se compose de lichens et d'algues. Comme dit précédemment, ses longs poils lui assurent une protection efficace, notamment contre les fourmis qui s'en mêlent et meurent prisonnières. Les autres diplopodes appartiennent à la sous-classe des Chiloniata et ont un exosquelette calcifié dur. Les Chiloniata sont à leur tour divisés en deux infraclasses, les Pentazonia et les Helminthomoorpha. On commence avec l'infraclasse des Pentazonia qui se divise à son tour en deux super-ordres. Il y a celui des Oniscomorpha, appelé Piles millipede en anglais, rassemblant les deux ordres actuels que sont les Glomérida et les Sphaerotheriida, qui ont la faculté de pouvoir se rouler en boule, protégeant la tête, les antennes et le dessous vulnérable. Tandis que celui des Limacomorpha, qui contient l'ordre des Glomeridesmida, ne peuvent pas se mettre en bouboule. De plus, contrairement aux Helminthomoorpha, qui je le rappelle est l'autre infraclasse des Chiloniata, les impadices du transfert du sperme des Pentazonia sont situés sur les segments postérieurs du corps. De plus, leur corps est relativement court, entre 13 et 21 segments, contrairement à leurs cousins Helminthomoorpha. On commence avec les Oniscomorpha et les Glomérida, qui sont de petits myriapodes de forme ovale mesurant jusqu'à 20 mm de long. Et s'il vous plaît, ne les confondez pas avec les cloportes, même si je sais que ça se ressemble un peu en apparence, mais ils n'ont rien à voir phylogénétiquement parlant, puisque les cloportes sont des isopodes, des crustacés pour faire gros. Mais ce sera dans une future vidéo. Le truc pour les reconnaître, c'est au niveau du nombre de pattes que ça se joue, puisque les Glomérida en ont beaucoup plus. On connaît environ 450 espèces de Glomérida qu'on retrouve globalement dans l'hémisphère nord. Appartenant à la famille des Gloméridés, Glomeris marginata est présent dans toute l'Europe centrale et du nord-ouest. Sa cuticule est toujours luisante et il participe au recyclage d'une proportion importante des déchets du sol et notamment des feuilles. Les Sphaerotheriida ressemblent aux Glomérida puisqu'appartenant au même superordre, mais les Sphaerotheriida se retrouvent plutôt dans l'hémisphère sud, notamment en Afrique australe, à Madagascar, en Asie du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils sont plus gros que leurs cousins Glomérida, mesurant jusqu'à 80 mm, puisque lorsqu'ils se roulent en boule, ils atteignent la taille d'une cerise ou d'une balle de golf, mais certaines espèces de Madagascar peuvent même atteindre la taille d'une orange, ce qui est un bel exemple de gigantisme insulaire. La boule est totalement scellée et le myriapode est à l'abri des prédateurs. Il diffère principalement des Glomérida par le nombre de tergités de pattes ainsi que par la différence morphologique des ouvertures génitales. Toutes les espèces semblent détritivores et se nourrissent sur le sol forestier. Appartenant à la famille des Arthrosphaeridae, vous pouvez voir ici la magnifique espèce qui est Zoopharium neptunus. C'est la plus grande espèce de l'ordre des Sphaerotheriida avec une longueur de 9 cm. Cette espèce est endémique de Madagascar et est connue pour pulluler à certaines périodes de l'année. On va ensuite passer aux Limacomorpha avec l'ordre des Glomeridesmida qui ne contient seulement que deux familles, avec des espèces mesurant moins de 15 mm et un peu aplaties par rapport aux deux ordres précédents. Comme dit précédemment, cela ne se roule pas en boule et il est intéressant de noter que les 5 espèces de la famille des Termitodesmidae ont une relation commensale avec les termites. Ici vous pouvez voir l'espèce Termitodesmus ceylonicus qui est endémique du Sri Lanka.
On retourne en arrière pour s'intéresser à l'infraclasse des Helminthomorpha qui contient la grande majorité des espèces de diplopodes, avec des corps longs et multisegmentés ressemblant un peu à des vers. L'infraclasse se divise en deux clades, et on va d'abord s'intéresser à celui des Colobagnata qui se divise lui-même en 4 ordres. On a d'abord l'ordre des Polyzoniida qui est un petit ordre puisque ne contenant que 3 familles avec environ 80 espèces décrites qui possèdent une tête petite et conique. Ici vous pouvez voir l'espèce Octoglena birvicata qui appartient à la famille des Irudissomatidae et qui se rencontre en Amérique du Nord. On a ensuite l'ordre des Platydesmida qui est composé de 2 familles avec une soixantaine d'espèces. Certaines sont connues pour pratiquer le soin paternel où les mâles gardent les œufs, ce qui est un des rares exemples de soin paternel chez les arthropodes. Ils ont une forme de corps aplati avec des extensions latérales sur chaque segment. Ici vous pouvez voir l'espèce Brachycibé lecontii appartenant à la famille des Androniatidae et pour changer on le rencontre aussi en Amérique du Nord et il fait notamment partie des espèces dont le soin paternel apporté aux œufs a pu être observé. Vient ensuite l'ordre des Siphonocryptida ne comprenant qu'une seule famille, celle des Siphonocryptidae, avec 7 espèces décrites ne dépassant pas les 15 mm de long, et de forme plutôt aplatie qu'on retrouve aux îles Canaries et à Madère, ainsi qu'au Népal, en Malaisie, à Taïwan et à Sumatra. Pour terminer avec le clade des Colobagnata, on a l'ordre des Siphonophorida, qui ne comprend que 2 familles avec plus de 100 espèces décrites. Les myriapodes de l'ordre des Siphonophorida sont longs et en forme de verre. Leur corps peut atteindre jusqu'à 36 mm de longueur et 192 segments. Les yeux sont absents et pour de nombreuses espèces, la tête est allongée avec des mandibules fortement réduites. Et c'est dans la famille des Siphonophoridae qu'on retrouve Illacme plenipes qui est endémique du comté de San Benito en Californie aux États-Unis. Parmi les 12 000 espèces de myriapodes, Illacme plenipes est celle ayant le plus grand nombre de pattes observées à ce jour. Les femelles ont de 486 à 750 pattes sur 192 segments et les mâles de 318 à 562 pattes. L'animal est fin, blanc et d'une longueur de 1 à 3 cm. Détritivore, elle possède un appareil buccal rudimentaire et une paire d'antennes assure les fonctions sensorielles. Ses nombreuses pattes sont pourvues à l'extrémité de griffes, ce qui lui permet de creuser l'humus et de s'agripper aux cailloux de grès présents dans son écosystème. On va maintenant s'intéresser au clade des Zoniata qui comprend 3 super-ordres, celui des Juliformia, lui-même composé de 3 ordres, qui rassemblent les espèces connues pour produire des quinones dans leur sécrétion défensive. Et on commence avec l'ordre des Julida, couramment appelé Yule. Lorsqu'il est inquiété par un prédateur, l'Yule se roule en spirale pour se protéger. Tous les Yules sont détritivores, consommant des feuilles ou du bois mort ainsi que des fruits décomposés. Ici vous pouvez voir l'espèce Tachypodoidus niger appartenant à la famille des Julidae. Ici c'est l'espèce Blanulus gutulatus, surnommé le mille-pattes serpent tacheté appartenant à la famille des Blanulidae, qu'on retrouve en Europe centrale et occidentale et qui a été introduit en Amérique du Nord et en Australie. Il mesure jusqu'à 15 mm et est commun dans les jardins et les zones cultivées où il se nourrit de betteraves à sucre et d'autres cultures, et peut devenir un ravageur agricole en cas de sécheresse prolongée. De la famille des Paeromopodidae, Paeromopus anguticeps se retrouve en Amérique du Nord. Les pattes sont relativement longues et la première paire de pattes chez le mâle est extrêmement réduite. Les différentes espèces de Paeromopus ont de fines rainures parallèles sur chaque segment du corps, ce qui leur donne un aspect quelque peu rugueux. L'ordre des Spirobolida rassemble 500 espèces qui se distinguent par la présence d'une suture prononcée qui descend verticalement sur le devant de la tête. La plupart des espèces vivent sous les tropiques et beaucoup sont de couleurs vives. De la famille des Spirobolidae, vous pouvez voir ici Narsus americanus qui est l'un des plus grands diplopodes d'Amérique du Nord atteignant une longueur de 12 cm. Appartenant à la famille des Trigonulidae, Trigonulus corallinus est originaire de la Thaïlande et de la Birmanie. Cette espèce habite les zones humides, le bois pourri et le compost. C'est le premier génome de diplopode séquencé en 2015. De la famille des Pachybolidae, Xenobolus carnifex est également une espèce bien colorée, avec sa bande rouge le long de la ligne médiane dorsale. On le retrouve dans le sud de l'Inde et du Sri Lanka. C'est une espèce commune qui peut poser de nombreux problèmes domestiques, puisqu'elle envahit les réserves d'eau et de nourriture. De plus, elle infeste et endommage les toits de chaume, créant une pluie continue de boulettes fécales. Connu sous le nom de Yule arc-en-ciel, Tonquimbolus dolphusi est une espèce de la même famille, originaire d'Asie du Sud-Est et dont les adultes atteignent 10-12 cm. Comme beaucoup d'autres espèces de Yule, il vit en symbiose avec des acariens qui se nourrissent des morceaux de cuticules mortes. Dernière espèce des Spirobolida, car sinon ça peut durer encore longtemps, vous pouvez voir ici Anadenobolus monilicornis de la famille des Rhinocrissidae. Cette espèce noire rayée de jaune avec les pattes rouges est originaire d'Amérique et peut mesurer jusqu'à 10 cm. Pour finir en beauté avec les Juliformia, on a l'ordre des Spirostreptida, rassemblant plus de 1000 espèces, ce qui en fait le deuxième ordre le plus diversifié au sein des diplopodes après les Polydesmida. Ils sont généralement très grands, ce qu'on va pouvoir voir tout de suite avec Archispirostreptus gigas, le mille-pattes géant africain de la famille des Spirostreptidae, qui est le plus long des diplopodes. Le plus grand individu répertorié mesurait 38,5 cm de long pour 2,1 cm de diamètre avec 256 pattes.
On a ensuite le superordre des Merochaeta, qui contient le seul ordre des Polydesmida, qui ont pour particularité de produire du cyanure. Cet ordre est le plus diversifié au sein des myriapodes, rassemblant près de 3500 espèces, qui sont aussi appelées mille-pattes à dos plats, car sur la plupart, chaque segment du corps possède de larges quilles latérales appelées paranota. Les paranotas sont produites par la moitié postérieure de chaque anneau du corps. Les Polydesmida n'ont pas d'yeux, et leur longueur varie de 3 mm à 13 cm. Appartenant à la famille des Xystodesmidae, Motyxia est un genre de diplopodes dont les espèces sont endémiques de Californie, et qui sont capables de produire du cyanure, comme tous les Polydesmida, mais surtout ce qui est spécifique au genre, c'est sa faculté de bioluminescence. En effet, la lumière est émise par l'exosquelette du mille-pattes en continu, avec une longueur d'onde maximale de 495 nanomètres. L'émission de lumière est uniforme sur l'exosquelette, et tous les appendices et les anneaux du corps diffusent la lumière. La luminescence est produite par des processus biochimiques dans l'exosquelette du myriapode et la lumière provient d'une photoprotéine qui diffère de la molécule luciférase qu'on retrouve notamment chez les lucioles. Les Motyxia se rencontrent dans les forêts de chênes et de séquoias géants et notamment dans les prairies. Toutes les espèces de Motyxia sont exclusivement nocturnes, pendant la journée les individus sont enfouis dans le sol, puis quand la nuit arrive, ils émergent et se nourrissent de la végétation en décomposition. Des individus de l'espèce Motyxia sequoiae ont notamment été observés grimpant sur les troncs d'arbres, consommant peut-être des algues ou des lichens qui adhéraient à l'écorce. Outre Motyxia, les seuls myriapodes bioluminescents connus sont deux espèces de Spirobolida, Paraspirobolus lucifugus qui vit au Japon et le genre Salpidobolus qui vit à Taïwan. De la même famille, Apheloria virginensis est un grand mille-pattes nord-américain. Cette espèce est magnifique de par ses couleurs et elle est notamment connue pour servir d'hôte aux champignons parasites Arthrophaga myriapodina, qui induit un comportement d'escalade chez les individus infectés avant leur mort. L'altitude atteinte par le mille-pattes permet aux champignons de diffuser ses spores depuis une position élevée, ce qui augmente probablement l'aptitude du champignon à se disperser sur des zones géographiques plus grandes. On a ensuite le superordre des Nematophora qui contient 4 ordres, avec en premier les Calipodida, avec plus de 100 espèces répertoriées et qui sont caractérisées par une rainure dorsale le long de la ligne médiane du corps et également par des crêtes longitudinales. Ils sont assez grands, atteignant les 10 cm. Ici vous pouvez voir l'espèce Tétration jonesii de la famille des Abacionidae. On a ensuite l'ordre des Chordematidae, rassemblant environ 1000 espèces avec une distribution mondiale. Ils sont assez petits puisque ne dépassant pas les 25 mm. Une des caractéristiques clés est la présence de 6 grandes soies sur la surface dorsale de chaque segment du corps. Le premier segment est relativement étroit, ce qui donne l'apparence d'un cou distinct chez de nombreuses espèces. Le corps s'amincit vers l'arrière et l'extrémité la plus en arrière, qui est appelée le telson, contient les organes producteurs de soie. Une rainure dorsale s'étend notamment sur toute la longueur du corps. Sur les dernières images, il photographie le genre Atractosoma de la famille des Crapedosomatidae qu'on retrouve en Europe centrale. On passe ensuite à l'ordre des Stemulida qui contient 130 espèces, toutes incluses dans la famille des Stemulidae, mesurant jusqu'à 50 mm. Ici vous pouvez voir l'espèce Stemulus beroni. Et pour finir, l'ordre des Siphonulida qui ne contient que 2 espèces appartenant à l'unique genre Siphonulus. C'est donc l'ordre le plus petit avec des individus qui ne dépassent pas les 7,5 mm. Pour ne pas vous perdre, j'ai trouvé ce magnifique graphique qui illustre la diversité relative de chaque ordre de diplopodes. Pour rappel, les Polydesmida c'est 3500 espèces et les Siphonulida c'est seulement 2 espèces. On va un petit peu revenir en arrière sur notre arbre des diplopodes, car si vous avez remarqué, je n'ai pas encore du tout parlé d'espèces du registre fossile, et c'est justement pour parler de l'Arthropleura, qui est un petit peu un sujet sensible en taxonomie, puisqu'appartenant à l'ordre des Arthropleurida, sa place dans l'arbre phylogénétique des myriapodes est très incertaine. Donc moi je l'ai mis là dans l'arbre, mais il faut savoir que certains auteurs le placent ailleurs chez les diplopodes, et certains auteurs le placent même pas du tout chez les diplopodes. L'Arthropleura est un genre qui a vécu à la fin du Carbonifère, et au début du Permien, entre 315 et 280 millions d'années. Il a disparu lorsque le climat humide a commencé à laisser place à un climat bien plus sec, détruisant les forêts tropicales et entraînant une désertification. Bon, disons-le tout de suite, c'était un géant, puisque les différentes espèces d'Arthropleura mesuraient toutes entre 30 cm et 2 mètres de long, et jusqu'à 50 cm de large. Comme j'ai déjà eu l'occasion d'en parler pour les scorpions géants du Carbonifère, le gigantisme d'Arthropleura, il était peut-être dû, et je dis bien peut-être car c'est encore un petit peu sujet à débat, au fort taux de dioxygène du Carbonifère, mais également de la quasi-absence de prédateurs. Alors il faut savoir qu'Arthropleura il était probablement herbivore car on a retrouvé des traces de pollen dans son appareil digestif. Après de là à dire qu'il était exclusivement herbivore, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'il n'avait pas le régime alimentaire de Scolopendra gigantea. Il est notamment représenté dans le documentaire Sur la Terre des Géants, avec l'épisode du Carbonifère où un Arthropleura est vu en train de combattre, ainsi que dans Préhistoric Park où Nigel ramène un Arthropleura dans le présent, et aussi dans Nick Cutter les Portes du Temps où un Arthropleura entre dans le présent via une anomalie quantique. Il y a également 2 autres ordres fossiles placés au sein de la sous-classe des Arthroploridea. Ce sont l'ordre des Euarthroplorida, avec le seul genre Euarthropleura, qui vivait entre la fin du Silurien et du Dévonien, et c'est le plus ancien animal terrestre connu d'Amérique du Nord.
ainsi que l'ordre des Microdesemplicida avec la seule espèce Microdesemplex rolfei dont les fossiles mesurant moins de 10 mm de long ont été retrouvés dans la formation de Panther Mountain de l'état de New York datant du Dévonien moyen. Concernant le registre fossile des diplopodes, il y a un autre clade important, c'est le superordre éteint des Archipolypoda, placé au sein de la sous-classe des Chiloniata. On retrouve dans ce superordre certains des plus anciens animaux terrestres connus, les caractéristiques distinctives comprenant des yeux relativement grands avec des ocelles denses. Certaines espèces avaient des épines proéminentes alors que d'autres avaient une apparence aplatie. On distingue notamment 4 ordres. Il y a les Archidesmida qui vivaient au Dévonien et possédaient des Paranota. Ici vous pouvez voir l'espèce Archidesmus macnicoli qui atteignait les 5 cm de long. Il y a les Cowiedesmida avec la seule espèce rattachée à l'ordre Cowiedesmus eroticopodus, long de 4 cm de long avec des pattes fortement élargies et qui vivaient au Silurien. Les Euphobériida avec la seule famille des Euphobériidés qui sont plus grands que les précédents puisqu'atteignant les 30 cm de long. Ils sont caractérisés par un ensemble d'épines avec une paire s'étendant latéralement et l'autre paire plus haute sur le corps. Ici vous pouvez voir Myriacanthropestes qui avait un corps plutôt aplati et qui vivait au Carbonifère. Et enfin, l'ordre des Palaeosomatida avec le seul genre Palaeosoma qui vivait également au Carbonifère et atteignait les 20 cm et possédait des glandes défensives surélevées sur les bords extérieurs de chaque segment du corps. Enfin fini avec les diplopodes et il nous reste 2 groupes, avec la classe des poropodes qui rassemble plus de 800 espèces dont la plupart vivent dans le sol et la moisissure des feuilles. Les poropodes migrent vers le haut ou vers le bas dans le sol en fonction du niveau d'humidité. Ils se nourrissent de moisissures et des poils des racines des plantes. Ils sont très petits puisque mesurant entre 0,5 et 2 mm de long et de couleur allant du blanc au brun. Le premier stade de développement a 3 paires de pattes, mais ce nombre augmente après chaque mue, de sorte que les adultes ont 9 à 11 paires de pattes. Ils ont de longs poils sensoriels situés dans tous les segments du corps et peuvent habituellement être identifiés grâce à leur plaque anale distinctive. Ils sont proches des diplopodes de par leur similitude anatomique au niveau de la tête, puisque les 2 classes ont 3 paires de pièces buccales et des ouvertures génitales qui se trouvent dans la partie antérieure du corps. De plus, les 2 groupes ont une phase sous forme de pupe à la fin du développement embryonnaire. Les poropodes sont composés de 2 ordres, avec les Hexamerocerata et les Tetramerocerata. L'ordre des Hexamerocerata se caractérise par une tige anténate à 6 segments et fortement télescopique, et un corps de 12 segments avec 11 paires de pattes. Les représentants sont blancs et proportionnellement longs et grands. L'ordre ne contient qu'une seule famille, celle des Milotauropodidés, et un seul genre, Milotauropus, qu'on retrouve seulement dans les climats tropicaux, dont notamment à Madagascar et au Brésil. L'ordre des Tetramerocerata se caractérise par une tige anténate à 4 segments et faiblement télescopique, ainsi que 8 à 10 paires de pattes. Les espèces de cet ordre ont une répartition cosmopolite. Vous pouvez en voir ici un représentant avec Poropus huxleyi de la famille des Poropodidés. La classe des symphiles rassemble environ 200 espèces qui vivent au niveau du sol, de la surface jusqu'à une profondeur d'environ 50 cm. Ils consomment de la végétation en décomposition mais peuvent causer des dommages considérables en milieu agricole en consommant des graines ou des racines. Ils mesurent généralement entre 2 et 10 mm. Les juvéniles ont 6 paires de pattes et en ajoutent une paire à chaque mue, de sorte qu'un adulte possède 12 paires de pattes. Chaque paire de pattes est associée à une structure réversible appelée sac coxal qui aide l'animal à absorber l'humidité. Les symphiles respirent à travers une paire de spiracles sur les côtés de la tête. Ceux-ci sont reliés à un système de trachées qui se ramifie par la tête et les 3 premiers segments du corps. Les ouvertures génitales sont situées sur le 4e segment, mais les animaux ne copulent pas. Au lieu de ça, le mâle dépose 150 à 450 paquets de sperme sur de petites tiges, et la femelle les prend ensuite dans sa bouche qui contient des sachets spéciaux pour le stockage du sperme. Elle pond alors ses œufs et les attache dans des crevasses, à la mousse ou au lichen avec sa bouche, en étalant le sperme sur ses œufs. La classe des symphiles ne comprend que 2 familles, que sont les Scutigérélidés et les Scolopendrélidés. On va s'intéresser seulement à la première famille avec l'espèce la plus connue, Scutigérella immaculata, qui est un petit myriapode blanc translucide mesurant 5 à 8 mm de long. Ce symphile est notamment connu pour les dégâts qu'il peut occasionner en agriculture, puisqu'il se nourrit notamment des extrémités que portent les poils absorbants des plantes, essentiels à l'absorption de l'eau et des minéraux. J'espère que cette vidéo traitant de la classification des myriapodes vous a plu et que vous avez appris des choses sur ce groupe pas souvent très connu du grand public, puisque le mot mille-pattes il sert à désigner tout le sous-embranchement alors que c'est plutôt diversifié comme on vient de le voir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo pour continuer notre périple sur la classification des arthropodes.
lethal chemical brew. And faster.